Bienvenidos a una nueva rueda de prensa, en este caso de la sección oficial Sitges Collection, para presentar El hombre menguante. Tenemos con nosotros a Jan Koenen, director de la película. Bienvenido. Sitges, welcome to Sitges again. A lot of years, but we'll have to begin with us. A lot of years. Yeah, a lot of years. My film come here, but I've never come here. Really. Yeah. And so I'm really happy to be here. It's a magnificent festival. Alain Goldman, producer, thank you for coming. Hello. Thank you. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean Villarwan. Bonjour. Welcome to Sitges. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Buenos días, muchas gracias a todos por venir. Quería preguntar al director, la versión original escrita por Richard Matheson y dirigida por Jack Arnold en 1957, si no recuerdo mal. Además, Jack Arnold estuvo aquí en el año 87 en el Cine Retiro. Bueno, eso como anécdota. Quería preguntar que el mensaje que tenía aquella película era como la supervivencia del ser humano, aunque sea insignificante en cuanto a la estatura, pero de esa importancia, ¿no?, dentro de lo que es un cosmos gigante, ¿no? Quería saber ahora cuál es el mensaje que has querido dejar en este remake. C'est intéressant le rapport au roman, parce que c'est à la base un roman, le roman de Matheson qui avait fait la première adaptation de Jack Arnold. Et ça, c'est une deuxième adaptation. Et pour moi, c'est un roman très important dans la science-fiction. Il fait partie des romans duquel on refait des films. Là, il y a Guillermo del Toro qui a refait Frankenstein, mais c'est à partir du roman. Donc nous, on est un peu reparti dans le roman. Mais le message, c'est la même chose, c'est porté par le roman. C'est-à-dire, oui, il y a la force de vie qui nous maintient, mais c'est plus un voyage vers le cosmos, mais en passant par la prise de conscience de l'impermanence des choses et de l'acceptation vers la mort, et de ce chemin qu'on a à faire tous en tant qu'être humain pour justement au moment quand on doit tout lâcher, tout abandonner, qu'il ne reste plus rien, et ben, si on n'est rien, on devient tout. Et cette idée-là était présente, je pense, vraiment dans les œuvres d'avant, et c'était pour moi le fil conducteur. La verdad es que lo interesante es la relación que hay con la novela. En realidad, esto sí es una segunda adaptación de la novela, pero lo importante que cojo yo no es la película que se hizo, sino la novela. Yo parto otra vez de la novela, igual que ha hecho Guillermo del Toro ahora con Frankenstein, que no se ha basado en la película, sino en la novela original. Entonces, el mensaje que quería lanzar yo es pues estas fuerzas de vivir, tomar conciencia, la aceptación de la nueva realidad y ese camino a seguir cuando todo te ha abandonado, cuando no te queda nada, y esta es la idea que he intentado retomar pues de la novela original también aquí. Bueno, yo quisiera felicitar a todo el equipo. Creo que la presencia de Jean fue determinante para que se hiciera a cabo esta película. Hay que tener mucha valentía para adaptar de nuevo El increíble hombre menguante, la película de Arnold. Voy a ampliar lo que ha dicho el compañero y estábamos hablando entre nosotros ahora. Es una pregunta colectiva. Sí que habla de la supervivencia, evidentemente, entre otras muchas cosas. La novela de Matheson, que se puede ser calificada de existencialista en muchos de esos momentos. Pero hay un detalle que es el perdón, que yo creo que no existe en la novela de Matheson. Es decir, que él cuando ve a la araña, cuando todavía no empieza a disminuir, pero no lo sabe, le perdona la vida, aunque su hija le dice que la mate. Cuando llega el momento en que él se queda a merced, quiere suicidarse a través de la araña, cosa que no sé si Matheson, corregidme si no me equivoco, no contempla en la novela. La araña parece que le perdona, se queda mirándole fijamente, y luego hay una mosca, se va, pero creo que de alguna manera has querido simbolizar ese perdón que, corrígeme, creo que no existe en la novela de Matheson. Y a Jean por poderla realizar. Si él ha abordado el tema ese del perdón, porque que se suicide, como lector y fan de la película,
que vea la muerte ya tan de cerca, me choca, pero sí que me ha gustado que la araña le perdonara de alguna manera. Luego fija su atención en una mosca. Si eso es una aportación suya, pues realmente me equivoco, pero en la novela de Matheson no aparece. Oui, en fait, c'est l'antagoniste du roman, du film, mais c'est aussi dans ce monde un petit peu métaphorique, la peur. Et je trouvais que c'était un bon chemin pour cette peur qui grandit, puisqu'il diminue, cette araignée qui grandit, et dans ce chemin avoir l'acceptation de la mort quand il se pisse dessus. C'est ce qui va le libérer, et la peur s'en va. Et aussi l'araignée, dans mon histoire, c'est quelqu'un qui défend son territoire, mais à partir du moment où il sort de son territoire, il n'est plus son ennemi. Et même, je pense que pour moi, dans ce que je me suis raconté, c'est que l'araignée voit cet homme qu'il n'a pas tué au début du film. Il n'a pas tué au début du film. Qui réduit, et il a envie qu'il reste avec lui, en fait, pour l'observer. C'est moi ce que je me suis dit. De hecho, la araña es como la antagonista tanto en la película como en el libro, en la novela. Entonces yo la tomo como un mundo metafórico para hablar del miedo. Ella es un buen camino para mostrar ese miedo que va creciendo en él. Mientras él va menguando, el miedo va creciendo. Entonces representa ese camino hacia la aceptación de la muerte, que a lo mejor le podría liberar de algún sentido. Entonces a la araña, lo que es curioso es que defiende su territorio, entonces está en amistad con él cuando está dentro de su territorio. A la que él sale del territorio de la araña, deja de ser su enemiga. Entonces la araña, cuando ve a ese hombre, ve a la persona que la podría haber matado, no la mató al principio, entonces es esta relación. Mi pregunta era para Jean Dujardin, porque la mayor parte de la película se la pasa usted solo con distintos elementos, y quería saber un poco cómo se mantiene uno, o sea, cómo se rueda o cómo se mantiene uno atento cuando no tienes a alguien que te dé réplica. Y en cuanto a Jean Comyn, le quería preguntar, porque yo al menos en la película he visto mucho efecto práctico, se ha visto como de la vieja escuela, un poco si es así, si por qué decidió hacer eso y cómo se puede rodar o cómo fue este rodaje en el que tiene que jugar tanto con perspectiva, con tamaños, con distintos... Gracias. C'était bizarrement assez confortable. Alors déjà, bon, c'est quand même mieux d'écouter son metteur en scène, mais là pour le coup, j'écoutais évidemment toute l'équipe qui était là, toute l'équipe technique, parce que j'étais dépendant évidemment de leur point de vue technique, technologique. C'est une première aussi, on a rarement l'occasion de faire des films comme ça en France, donc il a fallu que je sois très, très patient, obéissant, endurant, et que je garde aussi quand même mon petit univers. On faisait référence à l'araignée. L'araignée, c'est pareil, moi j'en ai jamais vu l'araignée. J'ai vu des scotch, j'ai vu des petites lumières, j'ai vu des balles de tennis pour m'aider, mais vous ne saurez jamais ce que j'ai vu. Moi j'ai mon film fantastique dans la tête. Donc l'équivalent par exemple de cette araignée, si je devais trouver l'équivalent, je serais dans une forêt un peu angoissante avec un ours qui me fonce dessus, je pense que je crierais de la même manière. Mais je pense qu'elle symbolise aussi sûrement les emmerdes dans la vie. On a voulu placer aussi cette famille dans quelque chose de très réaliste aussi pour avoir des espèces d'angoisses métaphysiques et évidemment le temps qui passe, la mort, la maladie, mais il y a aussi la vie, tout simplement la vie, c'est-à-dire la vie c'est se lever, c'est manger, c'est boire, se coucher, protéger les siens et éviter les emmerdes. Et l'araignée étant pour le coup le symbole de ces emmerdes. Donc c'est tout ce que je me racontais, voilà. Mais pour revenir a la primera cuestión, c'est tout en fait. C'est bon, non, c'est bon, c'est ça. La respuesta a la primera pregunta era que raramente le pareció cómodo. Sin embargo, tiene que decir que tenía todo el equipo a su alrededor, que no estaba solo, porque necesitaba tener al equipo que le diera su punto de vista. Y tuvo que ser muy paciente, tuvo que obedecer mucho. Y en cuanto a la araña, él no vio jamás una araña mientras estaban rodando, entonces dice que no tenía ninguna pelota de tenis, que no penséis que fue eso, que no os va a contar qué es lo que veía él, pero que dentro de su propia película de fantasía, dentro de su cabeza, pues se imaginaba pues, cosas muy raras dentro del bosque, pero el simbolismo de la araña era pues
todos esos jaleos que nos trae la vida, la angustia, la muerte, las enfermedades y también la vida, porque al fin y al cabo tener que comer, tener que beber, todo esto forma parte de la vida y esa araña era como el simbolismo de todo esto. So pour les effets, pardon. Pour les effets, en fait, on a, à la base, qu'on voulait, c'était de retrouver aussi ce qui nous passionne dans la partie cinéma, c'est-à-dire le côté craft, sensoriel. Et donc pour ça, on a choisi une technique qui nous passait, on se passait principalement de la 3D, on l'a laissé de côté pour employer une autre technique. Pues la verdad es que para los efectos lo que queríamos es encontrar esta perspectiva más de manualidad, cosas sensoriales, y para ello dejamos atrás la técnica del 3D y utilizamos nuestra propia técnica. Et donc ce qui nous est venu et proposé, c'était de tourner avec un motion control. C'est une caméra pilotée par ordinateur. Ça veut dire qu'on tournait les plans avec Jean, donc sur des décors agrandis. Tout ce qui touchait Jean, il marchait, il touchait, il prenait, tout ça c'était fabriqué. Certains décors, quand ils n'étaient pas trop grands, ils étaient fabriqués. La propuesta que nos hicieron era utilizar una cámara dirigida por ordenador. Entonces la cámara lo que hacía era rodar todos los espacios donde habría personas, y los decorados que eran demasiado grandes y tal, estos los fabricamos. Mais ensuite, l'idée c'est de tourner Jean dans ces morceaux de décor, de tourner les personnages et de faire un plan libre, par exemple à l'épaule. Pendant ce temps-là, on détectait le mouvement de la caméra, ce qui nous permettait dans le retour vidéo d'avoir la simulation de l'environnement en 3D. Et ensuite, le mouvement qu'avait fait la caméra était sélectionné et réduit et mis dans le motion control, dans le vrai décor. Facile, hein? Muy fácil. Merci. Entonces lo que hacíamos era rodar a Jean, por ejemplo, le rodábamos pues la parte de espaldas, ¿no? Entonces seguíamos rodando y cogíamos el efecto de todo lo que le rodeaba en aquel momento mientras él hacía su acción. Y entonces después cogíamos todas las imágenes recolectadas y las metíamos dentro de esa cámara de motion control, es decir, que controla los movimientos. Toute l'idée était de pouvoir reproduire un mouvement qu'on a fait des fois avec une grue, avec un travelling, à une toute petite échelle dans un vrai décor. Et donc ça a été le tour de force, parce qu'il fallait assembler des plans tournés à une échelle, d'autres à une autre, et c'était très technologique et très précis, chirurgical, voilà. Mais ça n'a jamais été fait à cette échelle. C'est une technique employée dans le cinéma, mais jamais sur tous les plans comme on l'a fait. Entonces, toda la idea era poder reproducir todos los movimientos, los que se grababan, pues, por ejemplo, con grúas o con travelings, poderlos grabar igual dentro del decorado de verdad. Entonces, había muchas escalas diferentes, cosas rodadas pues, a gran escala, pequeña escala, entonces necesitamos una técnica muy quirúrgica. Y esto es algo que no se había hecho nunca a tal escala, es decir, en fragmentos pequeños sí, pero claro, en este caso es toda la película que tiene que jugar con todas estas escalas. Et je voudrais dire que dans cette technique, moi ce qui me plaisait, c'était de faire des films à l'ancienne aussi quand même. Ça me fait penser à Ray Harryhausen ou les premiers trucages que je voyais. C'était aussi un défi technique qui rendait hommage à Jack Arnold et son défi technique pour l'époque, parce que je suis un grand fan du film, bien sûr, de Jack Arnold, que moi j'ai vu à 11 ans et dont je me souvenais parfaitement. Et voilà, et je trouvais que ça reliait comme ça, aussi dans le cinéma, des défis, des enjeux, et voilà. Mais on a beaucoup transpiré, hein, quand même. On a beaucoup eu mal à la tête aussi. Entonces,
Lo que yo quería también con esta técnica, lo que me ha gustado también de esta técnica es que hemos hecho un tipo de película un poco a la antigua, porque uno de los retos a los que me enfrentaba es que yo quería hacer como un homenaje a la obra de Jacques Arnold, soy un gran fan de su obra, entonces de esta forma podíamos vincular o conectar con todos estos retos con su obra. Y fue un quebradero de cabeza, pero lo conseguimos. Una pregunta para Alain. Si cree que estaba de acuerdo en que la película fuera también una visión del mundo de Robinson Crusoe, en la novela de Daniel Defoe, y que es una de las principales diferencias con la película de Jacques Arnold, que se ve más un trasfondo de más de la soledad en la que vive el protagonista. Je pense que c'est l'inverse de Robinson Crusoe. Pourquoi? Parce que Robinson Crusoe, comme notre personnage, est seul face à un environnement, ça c'est un point commun, mais la divergence fondamentale, c'est que Robinson Crusoe a tous ses moyens. Et il peut donc se battre avec tous ses moyens dans un environnement dans lequel il va tenter de survivre. Notre aventure est à l'opposé. Il est dans un environnement qui est a priori le sien, qui est familier, c'est là où il est, c'est là où il a sa maison, mais c'est de l'intérieur qu'est la guerre. C'est lui qui rétrécit. Et comment il va donc arriver à traverser ce chemin dans son univers familier, mais en perdant ses forces puisqu'il rétrécit. Donc c'est pour moi deux visions formidables, mais très distinctes. Para mí son dos visiones geniales, pero muy distantes la una de la otra. Yo creo que es al contrario de lo que le pasa a Robinson Crusoe, porque él está solo y es él contra el entorno, lo que le rodea. Y en este caso es muy diferente porque Robinson Crusoe tenía todos los medios para poder sobrevivir. Y nosotros nos encontramos en un caso muy distinto porque está en un entorno familiar, en su hogar, pero es él que cada vez es más pequeño, que va perdiendo su tamaño. Entonces vemos cómo él tiene que atravesar ese camino en un entorno familiar, pero en el que él va perdiendo tamaño. Bienvenue à CJ, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici. And now I'll continue in English. Monsieur Dujardin, obviously you first speak... En français pour moi, en français. En français, d'accord. Monsieur Dujardin, vous commencez à être célébré en France comme un comédien, un acteur des comédies, et vous avez allé plus fois des rôles dramatiques. Vos habilités comme comédien ou comme un acteur comique, I'm sorry. How do they adapt to drama? So your skills as a comedic actor, what can you bring from comedy to your dramatic performances? And similarly, Monsieur Conan, your characters in other films have typically been darker and more violent. Is there a different approach that you use when directing gentler characters, and is the atmosphere any different on set? Merci beaucoup. La pregunta era para Jean, porque decía que en Francia era conocido como un actor de comedias, pero que cada vez estaba entrando más en el mundo del drama. Entonces le preguntaban si él se consideraba un actor cómico o dramático y cómo podía adaptar sus habilidades como comediante para hacer drama. Y después le preguntaban al director que sus personajes solían ser más oscuros, más violentos, que cómo ha sido trabajar esta vez en una atmósfera un poco distinta en este caso. Sur l'histoire de la comédie et du drame, je suis toujours très étonné en fait qu'on fasse la distinction, parce qu'on me parle souvent de contre-emploi, alors qu'en fait j'ai l'impression que mon emploi c'est d'essayer de faire plein de choses très différentes. Enfin, je suppose que c'est l'emploi des acteurs. Donc, vous savez, c'est un peu comme dans la vie, quoi. Vous voulez pas forcément aller toujours au même endroit en vacances, vous voulez pas manger toujours la même chose.
Parfois, je suis plus disponible pour la comédie, parfois plus disponible pour un drame. Peu importe ce qu'on me propose, j'essaie d'être très disponible de toute façon en général, mais j'ai pas tout le temps envie de rire, j'ai pas tout le temps envie d'être malheureux dans un film. Je ne sais pas qui nourrit l'autre. Ça doit être, je dois être même un peu dissocié, je dois être un peu... mais j'aime, il y a un truc qui me dirige de toute façon, c'est l'écriture. Quand j'estime que le scénario est là, quand les dialogues sont intéressants, quand je sens qu'il y a un double fond dans la comédie, que je peux faire rire avec ça, j'y vais volontiers. Dans ce cas-là, j'avais besoin d'aller ailleurs. Et c'est toutes les réponses qu'on cherche d'ailleurs à des questions qu'on ne se pose absolument pas, hein, d'ailleurs, sur L'homme qui rétrécit. Je commence à les trouver maintenant, les explications, puisque j'ai voulu faire ce film, j'ai souhaité vraiment le vivre. Et je pense qu'il y a quelque chose de... Il y a sûrement des espèces de traumatismes. On a tous des traumatismes, les acteurs. Enfin, c'est un peu, je défonce une porte ouverte, mais je pense qu'on a tous envie d'être un peu plus aimés que les autres. Et donc, on parle sûrement de beaucoup de nous. Il y a des choses qui sont très enfouies, des choses qu'on sait, d'autres qu'on ignore. Et je crois que je me sers aussi bien de ce ridicule dans la comédie que de certaines souffrances dans ma vie, d'enfant, d'ado, d'homme. Donc, c'est plutôt un bon moyen d'expulser tout ça, le cinéma. Esto que comentas entre la comedia y el drama, la verdad es que me sorprende que se haga esta diferenciación, porque bueno, en lo que yo trabajo, como todos los actores, pues engloba muchísimas cosas, igual que la vida. A mí no me gusta irme de vacaciones siempre al mismo sitio y comer siempre lo mismo. Entonces lo mismo me pasa a la hora de actuar. Me gusta poder hacer diferentes cosas y yo no quiero estar siempre riendo, quiero poder hacer cosas distintas y si es verdad, a veces me siento un poco como disociado, pero yo creo que lo que me atrae más son la profundidad de los diálogos, el hecho de que la película sea interesante. Entonces yo tenía muchas ganas de participar en este proyecto y encontrar las respuestas a las que estamos buscando, las respuestas de las preguntas que estamos buscando, y entonces fue al ver esta película pensé, yo quiero poder hacerla, y creo que todos tenemos algunos traumas en nuestras vidas y queremos poder ser más conocidos que los demás, ¿no? Pero bueno, el caso es que me gusta tanto el ridículo de la comedia como otros aspectos del drama, y yo creo que el cine es un medio fantástico para poder expresar todo esto en conjunto. It was about You normally work with You normally work with characters who are darker and more violent, and is your approach to creating and directing gentler characters? What's your approach? If it's different, is the atmosphere on set different? That was the question, and thank you for remembering. Okay, vous avez vu seulement le premier film alors. No, mais c'est les... for me personally, they were the more impactful films. Yeah, no, but what I'm saying is like I'm trying to be getting older in this, dans ce métier, comment dire, d'artisan, d'être plus au service du film. Parce que parfois il y a des films dans lesquels vous allez mettre une certaine énergie, et parfois le film demande au contraire autre chose, demande de s'approcher du personnage, demande plus de délicatesse et de douceur, et c'est le film qui demande. Donc aujourd'hui, je me mets au service du film. Alors bien sûr, il faut que le film résonne avec des choses personnelles, ou des enjeux, ou une envie de raconter cette histoire, mais je suis vraiment... voilà, aujourd'hui, les personnages sont ce qu'ils ont besoin d'être pour le film. J'ai pas forcément de passion absolue comme j'avais jeune pour les personnages tordus, mais que je les apprécie toujours. La respuesta sería que intenta hacerse mayor con esta profesión, que es una profesión de artesanía, ¿no? Entonces intenta meterse al servicio de la película. A veces tienes una cierta energía, pero tienes que ver lo que necesita la película en ese momento, y hay películas que necesitan que seas más delicado o que trates la obra de una forma distinta, y entonces en este caso yo me he puesto al servicio de la película. Y sí, es verdad que tengo que tener ganas de explicar la historia tiene que resonar conmigo,
pero los personajes que yo antes pues, les ponía tanta pasión y me apasionaban, que eran los personajes más tarados, pues a lo mejor ahora ya no encajan tanto en este contexto. Mince alors. J'ai pas revu Eternal Sunshine de Michel Gondry, je l'ai pas revu. Il n'était pas dans ma liste des films à revoir. J'avais oublié qu'il y avait des changements d'échelle. Alors bien sûr, j'ai revu des tas de films avec des changements d'échelle, mais aussi des films de survie. Un des modèles étant Tom Hanks, c'est le mot qui se dit en anglais, Castaway. Voilà. Et j'ai plus vu, pas des films de changement d'échelle, voilà, des films, la planète des singes. Ouais. Ok. La respuesta es que la verdad es que no volvió a ver a Eternal Sunshine, no estaba dentro de su lista de películas que quería volver a ver. Vio varias películas que hacían ese cambio de escala, como por ejemplo Castaway, y finalmente menciona El planeta de los simios. Ce que j'avais envie, c'était d'abord de gérer l'histoire et de voir les films. Les trucages, c'était séparé, parce que peu de trucages ont été faits comme on allait le faire. Peu de films ont été faits avec cette technique, vraiment entièrement. Il y a plus de plans dans notre film entre le motion control et la prise de vue réelle et ce mélange qu'il y en a dans notre film. Il y en a plus que dans les deux trilogies des Seigneurs des Anneaux. Lo que yo quería era poder gestionar la historia a la vez que hacía esto, porque hay muy pocas películas que hayan utilizado este recurso de cambio de escala tanto como lo hemos hecho nosotros, con el motion control y con todas las técnicas que hemos aplicado. De hecho, se aplica mucho más que en la trilogía entera del Señor de los Anillos. Sí, antes Jean ha estado explicando toda la parte visual, de cómo había estado toda la filmación. A mí me gustaría saber también la parte de sonido, cómo había sido desde la parte de Foley y de edición de sonido, sobre todo la parte del sótano ambiental, porque tiene un punto muy inhóspito, muy magnificado de los sonidos nimios, pero también familiar. Me gustaría saber un poco cómo se había trabajado esto. Y también la música, contando con el compositor, pues lo siento, no sé francés, Alexandre Desplat, diré esto, y ya que se pronuncie como sea, lo siento. Porque he visto que en la parte inicial de cuando ya está en el sótano empequeñecido, la música pasa a un tono, no diré cartoon, pero sí un poco más aventurero, casi onomatopeico. Quería saber cómo fue el proceso de hablar con el compositor y gestionar la banda sonora. Hola, désolé. Il faut prononcer toutes les lettres. You have to pronounce every word you remember. Desplat. Desplat. Parce que au début du moment où elle est dans le sous-sol, la musique, c'est pas comme cartoon, mais comme d'aventure. Alors, c'était comment la relation que vous avez avec lui? Alors, pour le son, tout l'idée du film, c'est pas d'avoir un personnage qui va diminuer de taille. C'est un personnage qu'on va accompagner, qui vit dans un monde qui va chaque jour s'agrandir. Ça, c'était l'idée de mise en scène du film, c'est de rester avec lui, que l'équipe de tournage et d'enregistrement du son réduisent avec lui. Entonces, toda la idea, o sea, para el sonido, toda la idea de la película era no seguir a una persona que se va haciendo pequeña, sino seguir la persona que, o sea, ella a su tamaño y lo otro parece que se vaya agrandando. Et le travail du son, et tout le temps, et à l'image aussi, c'était de se rappeler ça, de rappeler même à l'équipe ça. Non, il n'est pas petit sur une table en train de parler avec sa femme, il est sur une immense table, à la taille normale, en train de parler dans sa cuisine, qui est devenue une cathédrale. Entonces la idea con el sonido era constantemente tener que recordarles, no es que él sea pequeño intentando hablar con su mujer encima de la mesa, no es que está él encima de una mesa enorme dentro de una catedral inmensa. Et donc tout le travail du son et du bruitage était très compliqué parce que on devait faire un bruit qui correspondait à quelque chose que le spectateur accepte, mais qui ne ressemble pas à, voilà, si les lunettes tapaient à cette échelle-là, quelle serait la chose? Donc on a dû inventer, tout mélanger. Parfois on allait trop loin,
ça paraissait étrange, il fallait ramener du réel et tout le travail du son était comme ça, de trouver l'équilibre pour ramener les gens sensoriellement avec la bande son dans l'espace du film. Entonces todo el trabajo con el sonido fue muy complicado porque tenía que ser un ruido que el público pudiera aceptar. Por ejemplo, ya si dejo las gafas aquí, tenía que hacer que el ruido fuera a escala. Entonces a veces nos encontramos que íbamos demasiado lejos. Entonces teníamos que encontrar ese equilibrio para encontrar un sonido que encajara dentro del espacio. Et concernant la musique d'Alexandre Desplat, Alexandre, c'est un compositeur qui va proposer quelque chose, sa vision. Et quand j'ai découvert sa vision, j'ai vu qu'il avait tiré un fil qui me plaisait beaucoup. On a beaucoup parlé du film, mais il le comprenait très bien. Ce qu'il me disait sur le film, c'était l'aventure, les sentiments, l'espace que je voulais amener dans le film. Donc il avait bien compris le film. Et ensuite, ce que je pense que j'ai découvert avec lui et j'ai avancé avec lui, c'est cette idée que c'est un peu un conte d'Andersen, ce film. C'est quoi ? Un conte d'Andersen. Okay. Entonces, en cuanto a la música de Alexandre Desplat, el compositor es un compositor que le gusta proponer y entonces me proponía un hilo que me gustaba mucho. Entonces él hablaba mucho de la película y vimos que íbamos en sintonía. Me hablaba de la parte de aventura, del sentimiento y en eso encajábamos mucho y me di cuenta de que él había entendido la película y era también encajar pues con los cuentos de Anderson. La musique d'Alexandre, c'est quelque chose du monde connu, pour moi, de l'histoire de la musique, qu'il a traversé des musiques de Bernie Herrmann, d'Hitchcock, de l'histoire de la musique, et il a amené pour l'audience un monde un peu connu dans cette espèce de film très expérimental. Y entonces la música de Alexander nos traía un mundo conocido, como una historia de la música. Entonces él le aportaba al público un mundo conocido dentro de esta película experimental. Pour moi, c'était une bouée de sauvetage. C'était quelque chose auquel le spectateur s'accrochait. Et ensuite, c'était le chemin des émotions de Paul. Pour vous donner une idée, il n'y a pas eu beaucoup de concepts de musique dans le film, mais un qui venait d'Alexandre. Dans notre relation, je n'ai pas amené beaucoup de choses. J'ai enlevé des musiques parce qu'elles ne correspondaient pas, j'en ai déplacé. Mais j'ai vraiment laissé Alexandre faire toute la composition. Et lui, il avait trouvé ce petit thème au piccolo pour le personnage, qui est le plus petit instrument de musique, qui joue lui, hein. Para mí la música era como un apoyo en el que el público se pudiera sostener a lo largo de la película, como el camino de las emociones de Paul. Y la verdad es que hubo pocos conceptos que aportara con eso, pero yo dejé que Alexander hiciera sus composiciones y me vino con la idea esa del piccolo, que es el instrumento más pequeño para representar el personaje. Et j'avais beaucoup aimé l'idée d'Alexandre, et la seule chose que j'ai apportée, c'est qu'à la fin, je lui ai proposé qu'il rejoue le thème du piccolo, mais avec tout l'orchestre le plus large possible quand on voit les étoiles, pour manifester dans la musique qu'il est devenu beaucoup plus large. Y entonces me encantó la idea que había tenido Alexander y la única intervención que hice yo fue la de pedirle que al final de la película retomáramos ese tema de piccolo, pero esa vez lo reproduciéramos con toda una orquesta entera cuando está viendo las estrellas para simbolizar que se había hecho mucho más grande. Todo el cerebro me dice que le haga la pregunta al director, pero me gustaría planteársela a Jan. Seguro que has visionado El increíble hombre menguante de Arnold. Ahí está la mejor metáfora visual que he visto en mi vida, que ahorra innumerables metraje y diálogos, que es cuando el anillo de matrimonio cae y están el hombre y la mujer hablando en otros tiempos de que están casados y la enfermedad no va a superar
bueno, al vínculo que tienen, ¿no? Y estaba ansiando saber cómo habían hecho aquí esta versión, si la habían hecho. Y bueno, la hace usted, está duchándose y el anillo cae, no está su mujer a su lado. Son dos variables distintas, pero me han gustado las dos. ¿Qué opina usted de esa manera de enfocar el vínculo, de que ese matrimonio realmente ya no tiene futuro? La pregunta era del... ¿Cómo ve ese cambio? Si le gusta esta nueva versión. Tengamos en cuenta que hace mucho tiempo, claro, tenían que explicitar con el diálogo también lo que iba a ser simplemente una metáfora visual, y ahora es distinto. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. C'est une bonne... Je sais pas si on m'entend, on n'entend pas. Si, on l'entend. Bon. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus sur le pont entre le film des années 50 et celui-ci? J'ai l'impression qu'on a, pour le coup, on commence d'ailleurs dans le film de Jack Arnold, il commence avec sa femme et finalement elle est souvent là, elle fait partie de lui aussi. J'ai l'impression qu'on s'est concentré beaucoup sur l'isolement de ce personnage, sur la solitude. En tout cas, c'est aussi ce qui m'intéressait. Vous savez, et on en sait quelque chose, les hommes, quand on a un tout petit pépin, un petit ennui, on peut s'angoisser très vite. Et je trouvais ça plus angoissant de l'isoler une fois de plus aussi dans la douche, ça tombait très bien. Ça, c'était la bonne idée de Yann, c'est de voir aussi que ce pommeau de douche s'éloigne petit à petit. Donc il se passe quelque chose avec ces moments à lui. Voilà. Elle le laisse s'habiller le matin, elle part assez vite à son travail, il va faire du rameur la nuit aussi pour essayer de conjurer le sort, disant « je ne suis pas malade, je ne suis pas malade ». Et en fait, c'était ça qu'on voulait, c'était surtout l'isolement de cette maison aussi sur les dunes, l'isolement, évidemment l'isolement même de leur famille, il n'y a pas beaucoup d'amis, on ne voit pas grand monde. Alors c'était pas pour s'en débarrasser, mais c'était un point de vue. C'était le point de vue de Yann, c'était le nôtre en tout cas, on l'a conçu comme ça. También me parece que es una buena idea y sí que es verdad que la película de Arnold al principio pues está con su mujer, pero nosotros queríamos centrarnos en el personaje y en su soledad. Y a los hombres nos pasa a veces, ¿no? Que tenemos una inquietud y nos provoca una gran ansiedad, digamos, ¿no? Y en este caso pues fue muy acertado que fuera dentro de la ducha, esa fue idea de Jan, y como se iba alejando de esa ducha y él seguía con su día, se vestía, se iba a trabajar y se iba diciendo no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Entonces ese hecho de centrarse en la solitud o en la soledad, también pues por parte de sus familiares, de sus amigos, y es un punto de vista, ¿no? Que era el punto de vista de Jan y también el nuestro. Muy bien, pues muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Gracias a vosotros. Esta noche, el hombre menguante.